Avocate noire antillaise en train de parler depuis les Antilles, de la France, de tous les crimes qu'ils ont eu à faire en Afrique et l'esclavagisme et tout. Elle dit qu'il faut qu'il y ait des réparations. Et il faut bien comprendre que l'histoire d'hier, comme je l'ai toujours dit, elle se répète. Elle fait que se répéter. L'État nazi d'Hitler, les attaques en Europe, le peuple du monde, vous croyez que c'est fini? Mais ça continue sous une autre forme. Le système capitaliste, le système démocratie. Mais quand vous regardez le mot démocratie, est-ce que la démocratie, elle existe? Est-ce qu'elle existe vraiment? S'il y avait la démocratie, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de travail? Si la démocratie existait vraiment, pourquoi il y a des gens qui dorment dehors en Europe? Et surtout en France. En France. Parce que la France, vous avez la France, vous avez l'Italie et l'Espagne. Oh là 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 là. Les migrants souffrent là-bas éperdument. En Allemagne, ils n'aiment pas voir les êtres humains dehors, dormir dehors. En Angleterre également. Mais en France, ils aiment cela. L'Espagne, l'Italie, ils aiment cela. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que l'être humain noir puisse prendre conscience qu'il est temps qu'il sort du monde mensongère dont on lui a affligé en lui faisant croire que nous vivons dans un monde de paix. Mais nous ne vivons pas dans un monde de paix. Nous ne vivons pas dans un monde d'harmonie, car l'être humain est un être hyperement méchant. Oui, hyperement méchant. Vous avez des gens, vous les prenez comme vos amis, vous les aimez, mais ce sont les mêmes qui vont vous faire hyperement mal. Mais l'être humain est très dangereux. L'être humain est plus dangereux qu'un animal. Il y a des moments de foi, je regarde la direction de Dieu, je dis, pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu laissé que le mal puisse prendre de l'ampleur dans ce monde? Mais je sais que Dieu est un Dieu du commencement et Dieu est un Dieu qui sait toutes choses, le début et la fin. Personne ne dépasse Dieu. Le monde mensongère ne dépasse pas Dieu. Le monde des ténèbres ne dépasse pas Dieu. Dieu, je sais que il va faire. Je le sais. Il va faire. Car Dieu va confondre les Illuminati. Il va confondre tous ceux qui font hyperement mal dans le monde des hommes. Dieu va les mettre dans la confusion totale. Et ça va venir. Moi, j'ai confiance en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas menteur. L'homme peut être menteur. L'homme peut tourner autour de plusieurs rouillages du mensonge. Mais Dieu, non. Dieu, il vainc. Et il vaincra toutes sortes de mal. Les Illuminati, les francs-maçons, ils ne peuvent pas dépasser Dieu. Le monde que Dieu a créé, où est-ce que Dieu a mis la femme, il a mis l'homme et la femme. Mais les Illuminati et les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils disent? Homme va avec l'homme, femme va avec la femme. Pendant ce temps, ceux qui encouragent cela,
Ils ont leurs femmes et ils font des enfants. Mais ils veulent que les gens deviennent des homosexuels. Ils veulent que les femmes deviennent des lesbiennes. Le nouvel ordre mondial, le monde luciférien, nous allons suivre. L'Afrique va sortir de la merde. Dans ce direct-là, on va voir, des gens vont parler de l'Afrique. Des gens vont parler des plans machiavéliques. Machiavéliques de l'homme blanc. Parce que il y a pas mal des Africains, quand ils regardent l'homme blanc, ils se disent que c'est leur ami. Ils se disent que l'homme blanc est plus intelligent que eux. Mais en réalité, non. L'homme blanc n'est pas plus intelligent que l'homme noir. L'homme noir, il a le savoir. Et la connaissance est une grande arme. C'est comme moi, le tchè africain. J'ai une connaissance immense que Dieu a mis là-dedans. Et je sais, le monde que nous vivons est un monde terrible. Et les dictateurs, ils ne peuvent pas s'amuser avec moi. Ni ceux qui dirigent ce monde, soi-disant les puissances, en Europe ou aux États-Unis. Ils ne peuvent pas jouer avec moi. Parce que quand ils me regardent, ils savent que lui là, il en sait beaucoup. Oui, j'en sais beaucoup. Et je sais beaucoup et j'ai réfléchi et je cherche plusieurs moyens de sortir de leur monde 666. Voilà pourquoi je ne suis pas complexé du monde matérialiste. Je ne suis pas complexé du monde que du fric et fric. Parce que l'argent, mais c'est un papier. Mais l'argent, c'est le destructeur de l'humanité. L'argent ne connaît pas le sens d'amour ou le sens de pensée. Déjà, ce n'est qu'un papier, du matériel. Mais dont l'être humain a mis plus son cœur dedans. Dans le fric et le fric. Le fric, c'est intéressant pour certaines personnes. Ils sont prêts à sacrifier des milliers des êtres humains à cause d'argent. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On tue. Il y a des gens qui se font passer pour des dirigeants. Mais qui sont là pour massacrer les populations. Et ça leur fait plaisir. Il y a des gens qui sont là pour prendre des femmes pour des esclaves en Afrique. Et ça marche. Ça marche pour eux. Mais est-ce que ça finira toujours par continuer à marcher? Avec Dieu, il y a un commencement et il y a une fin. Satan n'est pas au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu vaincra tous les mal. Car dans le mal, vous avez aujourd'hui dans le système des réseaux sociaux des pasteurs qui vous parlent immensement des belles paroles de Dieu. Mais en réalité, quand vous allez bien rentrer dans le monde de ces pasteurs, vous allez comprendre que ce sont que des francs-maçons des Illuminati, au service de Satan, qui sont à la recherche de plusieurs âmes. Et ils savent, car les réseaux sociaux, c'est un monde bien, mais un monde, il faut faire excessivement attention. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir dans les systèmes des réseaux sociaux. C'est comme moi, à l'époque, je me souviendrai toujours. Quand je faisais des directs, il y avait des gens depuis le Canada qui me proposaient, ou depuis les États-Unis, mais viens, on va t'envoyer un billet d'avion, on t'envoie visa, tu viens, on aimerait te voir. Mais moi, en priant, je demande à Dieu de me donner ce qu'on appelle plus le discernement. Et Dieu me faisait voir que ceux qui me demandaient de venir aux États-Unis ou au Canada, c'était des gens, au fait, qui étaient dans des sectes maçonniques et illuminati. Au fait, c'était, on appelle ça, des pièges à rats. Et ils ont cru que moi j'allais venir, mais je ne suis jamais allé à leur mascarade. Parce que vous voyez,
le thé africain. Il y a des gens qui ont cru, même avant, qu'ils pouvaient m'empoisonner. M'empoisonner dans des sandwichs. Hein, des amis qui me donnaient. Excusez-moi. Ou dans des canettes de boissons. Sauf au fait, dans la vie, on ne peut pas empoisonner tout le monde. Il y a des corps que Dieu a mis toute sa splendeur, sa lumière. Donc, dès qu'un poison seulement pénètre, Dieu efface cela, comme effacer le tableau. Parce que dans la vie, on ne peut pas tuer tout le monde. On ne peut pas. Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Maintenant, nous allons suivre. L'ennemi ne dort jamais. Hein. On va suivre. Et on va comprendre pourquoi ils vont jusqu'en Afrique faire des trucs terribles. Cela fait 77 080 heures de travail pour toute une vie. Soit 9 années entières de notre vie. Nous passons en moyenne 3h30 par jour devant la télé, depuis l'âge de 5 ans. Sur 80 ans d'espérance de vie, cela représente 123 187 heures, soit 14 années pleines. Regarder la télé est devenu la deuxième activité de tous les Français, après le sommeil. Vous l'avez vu ? Je n'ai pas pu faire de reportage sur la manifestation des cheminots. Les nervis qui m'en ont empêché, protégés, voire même encouragés par la police, ont pour rôle d'utiliser la violence pour détourner notre attention afin qu'on ne parle pas du fond du problème. Alors le fond, le voici quand même. La privatisation de la SNCF que met en place Macron est une vaste escroquerie et je me propose de vous le démontrer en 4 minutes. Tout d'abord, analysons la stratégie employée. Focaliser notre attention sur le statut des cheminots, qui, paraît-il, seraient des ultra privilégiés. C'est une stratégie très perfide, car le vrai sujet, ce n'est pas leur statut. Ils servent simplement de hameçon pour nous faire avaler la totalité de la réforme, qui va tous nous pénaliser. Car quoi qu'on pense de leurs avantages, et même si l'on estime qu'ils sont trop élevés, je rappelle qu'ils seront toujours infiniment inférieurs à ceux dont disposent les ministres et les conseillers, qui décident de ces privatisations, et qui jettent aujourd'hui les cheminots à la vindicte populaire. Ce sont les plus grands profiteurs qui nous donnent des leçons de morale et qui surtout nous opposent les uns aux autres. Car au fond, le problème, ce n'est pas que les avantages des cheminots soient trop grands. Le vrai problème, c'est que les acquis sociaux de tous les autres, de nous tous, sont en train de fondre comme neige au soleil depuis plusieurs décennies. On a voté pour des gens qui nous ont jetés dans la jungle de la mondialisation, les mains attachées dans le dos. L'État nous protège de moins en moins, c'est un fait. Et si l'on continue d'accepter docilement cette logique ultralibérale, comme Macron le souhaiterait, la suite c'est quoi? C'est que nous descendions tous au niveau des travailleurs des pays de l'Est? Puis des travailleurs chinois, pourquoi pas? Nous coûtons trop cher, paraît-il. Il faut impérativement dire stop à cet engrenage de destruction du tissu social imposé par l'Union européenne. Car oui, la privatisation de la SNCF est simplement l'application d'une directive européenne. Elle fait partie d'un plan préparé de longue date. Ils ont étranglé à petit feu ce service public pour que ses prix montent, pour qu'on ne soit pas content, et pour pouvoir dire ensuite « Regardez, ça marche mal, il faut privatiser ». Mais c'est à cause de vous, et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, c'est à cause de vous si ça marche mal. À partir de 1980, vous avez laissé la SNCF s'endetter à la place de l'État, ce qui a fait exploser sa dette. Et la SNCF s'endette bien sûr auprès des banques privées, puisque l'État ne peut plus la subventionner directement. Et les banques se gavent, 1,5 milliard d'euros d'intérêts par an. Et c'est pas fini, c'est une fuite en avant. Et on s'étonne que ce service public creuse son déficit chaque année. Forcément, quand on met volontairement la tête sous l'eau à quelqu'un, eh bien ce quelqu'un, il se noie. Et aujourd'hui, c'est vous qui noyez le poisson, en expliquant que la privatisation va tout résoudre. Vous êtes des menteurs. Qui parmi nous a ressenti les bénéfices de la privatisation des autoroutes? Le prix des péages est un véritable scandale. La privatisation de la Poste par Sarkozy aussi est un scandale. Qui en a vu les bénéfices? Y a-t-il eu une baisse des prix à la Poste? Une amélioration du service, une amélioration des conditions de travail pour les salariés. Qui a vu les bénéfices de la privatisation de l'électricité, de l'eau, du gaz, d'Air France, de France Télécom? Non mais France Télécom, c'est une véritable blague.
Orange s'est empressé de se mettre d'accord sur des prix élevés avec SFR et Bouygues. Ils ont formé un cartel. Ils ont même été condamnés par la justice pour ça. Et je ne parle même pas des nouvelles méthodes de management qui ont fait grimper le taux de suicide. Les prix montent partout lorsqu'ils privatisent. Et s'ils baissent, c'est uniquement au prix du sacrifice des salariés, c'est-à-dire de nous-mêmes. Les seuls qui gagnent vraiment, ce sont les actionnaires et les banquiers. Le gouvernement travaille pour eux. Nous, on y perd toujours à brader nos services publics, car c'est bien ce que recouvrent les jolis termes qu'ils emploient, ouvrir le capital. Ils nous en fument. Attention, je ne dis pas que les services publics ne doivent pas être réformés et que tout va bien, non. Le grand piège qu'ils nous tendent, c'est de nous faire croire qu'il n'y a que deux alternatives. Le service public kafkaïen, inefficace, ou la privatisation. Nous devons refuser ces deux alternatives. On veut un service public efficace. Et c'est précisément le rôle du gouvernement, que tout fonctionne correctement, avec des comptes publics équilibrés, sans excès ni profiteurs. C'est tout ce qu'on lui demande. Son rôle n'est pas de vendre aux copains ce que nous avons tous payé cher par nos impôts, nous, nos parents, nos grands-parents. Et une fois construit, à la sueur de notre front, les politiques bradent les services publics et on repaye tout ça plusieurs fois par la hausse des prix qui suit la privatisation. Et c'est logique que les prix montent. Il y a des actionnaires à rémunérer, des intermédiaires supplémentaires, des profits à générer. Le mythe de la privatisation heureuse est un conte pour enfants, une aberration logique. Et ils sont malins, ils le font secteur après secteur, pour que jamais nous ne soyons solidaires les uns des autres. Hier la Poste, France Télécom, EDF, GDF, aujourd'hui la SNCF, demain les hôpitaux, d'ailleurs ça commence déjà, la police, la justice, allez savoir. Ce sont des fous qui nous gouvernent. Ils se font passer pour des anges, pour des gens très compétents, mais ce sont des escrocs de grande envergure. Et cette réforme pour un nouveau pacte ferroviaire est une escroquerie qui transcende les clivages politiques. Qu'on se sente de droite ou de gauche, peu importe. On est en train de se faire avoir, une fois encore. Il est urgent de sortir de ces clivages partisans stériles. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons divisés. Et pour l'instant, ça fonctionne. Il faut se dire ce que nous disait Marx et ce que disait Debord. Si le capital a fait de l'immigré sa marchandise spectacle, sa marchandise vedette, s'il est promotionné comme un produit de premier choix au cinéma, intouchable, s'il est positionné dans toutes les entreprises du MEDEF avec les chartes de la diversité. Je veux dire qu'il faut que les gens commencent à réfléchir et commencent à comprendre. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Le capital ne met en spectacle la défense de ce qui le défend. Donc, le capital, aujourd'hui, dans le mouvement tyrannique de son despotisme, s'il met en valeur le migrant, c'est pas parce qu'il est attaché au bien des hommes, c'est parce qu'il voit dans les hommes des biens qu'il va rentabiliser. Donc, le chaos migratoire, aujourd'hui, est la forme supérieure de l'armée de réserve, telle que Marx l'avait positionnée, et il faut l'analyser du point de vue de la lutte des classes. Du point de vue de la lutte des classes, Marx disait, à chaque question posée dans le spectacle du fétichisme de la marchandise, si vous voulez comprendre ce qui est en jeu, posez-le du point de vue de la lutte des classes. Il existe aujourd'hui une lutte de classe mondiale entre la classe capitaliste et le prolétariat universel. Le prolétariat universel, c'est nous tous, c'est tous les êtres humains. Marx avait une vision intelligente du prolétariat. Il ne considérait pas que le prolétariat, c'était les blouses bleues ou les types qui avaient les mains dans le cambouis. Le prolétariat, c'est pas un concept sociologique, c'est un concept historique et prolétaire. Tout homme condamné au salariat et à vendre son existence dans la prostitution universelle de la tyrannie marchande. Donc aujourd'hui, 99% de l'humanité est prolétarienne. La paysannerie française de ces petits propriétaires fictifs qui n'ont même plus de salaire est prolétarisée. Donc l'humanité tout entière est prolétarisée. Du point de vue de la lutte de classe qui traverse cette problématique-là, pourquoi l'immigré est la marchandise vedette du spectacle de la marchandise, parce que dans le cadre de l'armée de réserve, il va effectivement permettre d'avoir une main-d'œuvre qui va casser les coups et qui, compte tenu de sa temporalité ancestrale immobile, est à des années-lumière du communard révolutionnaire qui veut abolir l'argent. Et tout est clair. Chronique intitulée La crasse carbone, sous-titré Hulot est un rigolo. Je me souviens d'avoir vu un reportage télévisé dans lequel Nicolas Hulot nous apitoyait sur le sort des ours blancs en Antarctique
Il était avec un Inuit et s'approchait très près de l'un de ces animaux en péril. Il dramatisait l'action en parlant à voix basse et en signalant tout le danger qu'il y avait à s'approcher d'aussi près. Toutes les deux phrases, il réitérait que c'était extrêmement dangereux. Il faisait de petites avancées en direction de la bête qui rugissait et regardait les deux comparses avec un œil noir. Puis, en un quart de seconde, dans un plan qui n'avait pas pu être coupé, j'ai aperçu une carabine dans les mains de l'Inuit. Ce qui voulait dire que, pour faire ces images, Nicolas Hulot n'hésitait pas à se mettre en situation d'avoir à faire abattre l'ours polaire. Bravo, l'ami de la nature. Pendant des années, sous prétexte de nous faire aimer la nature et nous dire combien elle était menacée, cet homme a pollué des endroits vierges de toute présence humaine avec des avions, des bateaux, des hélicoptères, des voitures, des camions, des sous-marins, des bathyscaphes, des montgolfières, des ULM, des planeurs tractés par des petits avions, des autogyres, des aérostats et autres inventions à moteur. Quand il est devenu ministre, des enquêtes nous ont appris qu'il était un chef d'entreprise très peu regardant sur la camelote qu'il vend sous son nom. Greenpeace avait depuis longtemps signalé que les produits Ushuaïa, tant qu'à faire, étaient toxiques et avait classé un certain nombre d'entre eux sur une liste rouge de produits chimiques dangereux. 60 millions de consommateurs signalent pour sa part que 3 de ces produits, gel douche, shampoing et déodorant, contiennent des perturbateurs endocriniens et des colorants allergènes. Puis voilà qu'on apprend qu'en plus de saloper la planète, d'intoxiquer les corps, le petit Nicolas souffre d'une addiction au moteur. On découvre en effet en lisant sa déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique qu'après une ancienne DRH de Danone, il est le deuxième ministre le plus riche du gouvernement, avant Françoise Nyssen, ministre de la Culture et éditrice, ce qui renseigne en passant sur le fait qu'éditeur, c'est un beau métier. Cet homme qui passe son temps à culpabiliser les pollueurs que nous serions tous possède en effet pas moins de 9 véhicules à moteur. 6 voitures, une moto, un bateau, un scooter. Détaillons, une grosse cylindrée BMW, un combi Volkswagen, un Peugeot Boxer, autrement dit un petit camion, un très polluant Land Rover, une vieille de chevaux qui pollue comme à l'époque, et un autre véhicule non précisé. Son bateau est à moteur, sa moto BMW n'est pas à la voile, et son scooter, parce qu'il est électrique, fonctionne donc à l'énergie nucléaire. Dans n'importe quel autre pays disposant d'encore un peu de morale, cet homme n'aurait plus qu'à vivre en reclus chez lui. En France, il n'en est pas question. Gageons qu'il sera toujours en bonne place dans la prochaine liste des Français préférés des Français, une liste politiquement correcte, choisie par on ne sait qui, soumise à on ne sait qui, classée par on ne sait qui, et présentée par toute la presse comme une parole d'évangile. Le capitalisme, au point de vue économique, il est basé sur 3 principes. Premièrement, la propriété privée des biens économiques, c'est-à-dire que c'est une toute petite couche de gens qui décident ce qu'on va produire, où ça, à quel prix, qui va gagner, combien, etc. Deuxièmement, entre eux, ces capitalistes se mènent une lutte féroce pour savoir qui va pas seulement l'emporter, mais qui va survivre, parce que ceux qui perdent sont éliminés tout simplement. Le deuxième principe, donc, c'est la concurrence maximum. Et le troisième principe, c'est le profit maximum. C'est-à-dire que pour éliminer vos concurrents, vous ne devez pas faire simplement un profit raisonnable, normal, vous devez gagner beaucoup plus qu'eux. Alors la question, c'est justement comment on fait un profit maximum. Et étant donné que les richesses sont produites par les travailleurs, bien en fait, on devient très riche en payant ces travailleurs le moins possible. Et c'est tout ça, l'art du capitaliste, c'est de licencier un maximum de gens pour faire le travail par ceux qui restent et de les payer le moins cher possible. En France, par exemple, il y a eu, en 20 ans, une diminution de plus de 9% de la part des salaires dans l'ensemble de ce que produit le pays. 9% qui sont passés des revenus du travail aux revenus du capital en payant moins bien les gens. La France est un pays où on produit, disons, en moyenne 1800 milliards d'euros par an. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont passés de la poche des travailleurs dans la poche des capitalistes. Après, évidemment, on vient nous dire « Ah, il y a un trou dans la Sécu, il y a un trou dans les retraites de 12 milliards. » Évidemment, on vient de faire 100 milliards de cadeaux aux riches, évidemment qu'il y a un trou. Et alors, à qui on va demander de combler ce trou? À ceux à qui on a fait des cadeaux? Non, à ceux qui ont déjà dû payer les cadeaux et qui vont devoir payer une deuxième fois. Et donc, la même politique qu'aux États-Unis, elle a été faite en Europe, c'est-à-dire qu'on a baissé les salaires, on a baissé les retraites, on a flexibilisé le travail des gens, on a joué sur le chômage, on a diminué les revenus des chômeurs. Et donc, être capitaliste, c'est ça, c'est diminuer la part des revenus qui vont au travail. Mais après, vous avez un gros problème. À qui vous vendez? Si le fin du fin pour un capitaliste, c'est d'appauvrir les travailleurs,
à qui on va vendre les marchandises qu'on est de plus en plus capable de produire. Et donc, la contradiction fondamentale qui explique la crise depuis 1965, qui a été retardée, qui est rampante, on a fait des bulles pour la cacher, on a fait du crédit, mais c'est toujours la même crise depuis 1965, c'est que les riches sont de plus en plus riches, capables de produire de plus en plus, et les autres ne sont pas capables d'acheter tout ça puisqu'on les a appauvris. Donc, si on veut faire de l'humour noir, on va dire que le problème de la crise, c'est que les riches sont trop riches. Ça, ce petit panorama, je vais vous faire en 7 points assez rapides. Le premier point, qui est vraiment essentiel pour bien comprendre la manière dont s'organise le débat sur Internet, c'est la question de la disparition de ce que les anglo-saxons appellent les gatekeepers. Les gatekeepers que sont les journalistes, les éditeurs, les programmateurs sur les chaînes de radio, de télévision, qui, jusqu'à l'avènement d'Internet, disposaient d'un pouvoir de filtrage très important sur les informations. Alors le mot gatekeeper en anglais, ça veut dire un portier, enfin quelqu'un qui gère l'entrée dans un lieu. Et en l'occurrence, pourquoi on dit que les journalistes sont des gatekeepers? Parce qu'ils ont le pouvoir de décider qui peut prendre la parole dans l'espace public, qui a le droit de s'exprimer. C'est assez facile à comprendre. Un journaliste de télévision ou de radio décide de quel intervenant il souhaite inviter, et il peut aussi décider de ne pas inviter telle personnalité. Et à partir du moment où il n'invite pas une personnalité, il le prive de tribune, et donc il rend beaucoup plus difficile sa prise de parole dans l'espace public. Donc les journalistes, avant Internet, disposaient d'un pouvoir énorme sur qui a le droit de parler dans le débat public et qui est exclu de ce débat public. Alors évidemment, la première grande évolution apportée par Internet, c'est de rendre caduque ce rôle de filtrage des journalistes, puisque sur Internet, n'importe qui, n'importe quel individu connecté, peut très facilement prendre la parole. Peut très facilement prendre la parole, d'abord avec les blogs, ensuite maintenant avec les réseaux sociaux, peut très facilement s'exprimer et donner son avis sur l'actualité et intervenir dans le débat public. Je voudrais vous parler globalement de l'envers de la dette, mais ce titre, l'envers de la dette, on pourrait dire c'est l'escroquerie de la dette. C'est-à-dire comment, en fait, ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et cette dette, elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que je vais vous parler de politique. Je suis un économiste, parce que j'ai fait de l'économie il y a un peu plus de 35 ans, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on luttait contre les problèmes d'injustice, d'inégalité, etc. Bien, aujourd'hui, je suis un économiste qui pense que ça passe d'abord par la politique, c'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Cameroun, par exemple, qui est un pays riche extraordinairement en ressources matérielles et en ressources humaines, son seul problème, c'est pas la richesse, c'est la légitimité du pouvoir. Si vous avez un pouvoir qui passe son temps à détruire tout ce que les gens fabriquent et à organiser la corruption, comment voulez-vous qu'un peuple s'en sorte? Donc, les problèmes sont des problèmes de légitimité, et vous allez voir pourquoi ces problèmes de légitimité se posent. Alors, avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période, Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux, et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Au niveau de relations internationales, la philanthropie n'existe pas. Il n'y a que les intérêts qui prévalent. Si vous voyez quelqu'un venir en RDC, s'intéresser davantage, posez-vous la question de savoir pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de vous. Non, sinon il n'y aurait pas la colonisation, il n'y aurait pas l'esclavage et consorts. La néocolonisation aussi. Tous ces exploitants mafieux, pas tous, viennent ici souvent déguisés en ONG internationales,
Aujourd'hui, on a vu ce scandale sexuel de Oxfam en Haïti. Après le tremblement de 2010, la directrice générale d'Oxfam a démissionné. La Grande-Bretagne a suspendu son aide à Oxfam. Ça donne la mesure de ce que sont les ONG internationales à travers le monde. Et la plupart de celles qui sont dans l'est du pays sont en réalité, j'ai lu un livre, Sarko dans l'avion, je ne sais pas si vous le connaissez, où l'auteur qui était un pilote d'un avion qui opérait donc dans l'est du pays pour ces ONG avait écrit noir sur blanc que la plupart étaient dans le trafic des minerais dans l'est. Et celui qui ose s'élever contre là, il signe son arrêt de mort. Madame, vous avez touché un point essentiel, mais cela est vécu dans ce pays. Mais d'abord, par principe, où a-t-on vu à travers le monde un pays être développé par les ONG? Il y en a plein ici. Hein? Il y en a plein. On a tout ici. Parce qu'ils pensent que c'est le Far West ici. Et si vous osez réglementer, écoutez, Haïti n'est pas la RDC. Si vous osez réglementer, c'est par un autre bout qu'on va agiter par Congolais interposés. Mais, bref, c'est des préoccupations autour desquelles le Congolais devait s'appesantir. Savoir comment sortir de ce bourbier. Et on en vient à notre rendez-vous avec le Monde Afrique. Ça fait plaisir de vous revoir, Kouba Kane. Alors, sujet délicat ce soir, le pillage des trésors du patrimoine culturel de l'Afrique. Presque la totalité se trouverait aujourd'hui en dehors du continent. Oui, Linda, c'est un chiffre révoltant. Au moins 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique se trouve hors du continent. Alors ce sont des objets d'art qui ont été volés, pillés, ou en tout cas acquis dans des conditions discutables pendant la colonisation, et qui aujourd'hui s'entassent dans des galeries, dans des musées occidentaux, notamment dans le célèbre musée du Quai Branly à Paris, qui a été récemment rebaptisé musée Jacques Chirac, où l'on compte pas moins de 5556 objets béninois. Alors de quoi parle-t-on précisément? Quels sont ces trésors volés ou pillés? Alors on trouve des objets du quotidien, mais surtout des objets sacrés, rares, comme des trônes, des tentures, des autels portatifs, des statuettes, des masques. L'inventaire est interminable et ces objets sont au cœur d'une gigantesque spéculation entre collectionneurs d'art. Et ces dernières semaines, il y a un pays africain qui s'est levé, c'est le Bénin qui a décidé de réagir. Oui, et puis l'annonce est passée un petit peu inaperçue cet été, en plein été. Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a donc officiellement demandé à la France la restitution de ces trésors pillés pendant la colonisation. C'est important parce que c'est le premier pays africain à avoir fait cette demande-là. Parmi ces objets que le Bénin espère récupérer, il y a par exemple les trésors du palais de Béhanzin, le roi d'Abomey, qui, vaincu en 1804 après une farouche résistance à l'armée coloniale française, a vu son palais saccagé et pillé par des soldats français. Exemple, une statue royale mi-homme, mi-requin du roi Béhanzin qui se trouve donc au musée du Quai Branly à Paris. En combat, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient suivre l'exemple du Bénin ? Alors on l'espère en tout cas. Par exemple au Cameroun, le trône du roi des Bamoun, le sultan Djoya, est toujours dans un musée ou à Berlin, en Allemagne. Cet objet prestigieux a été spolié par les colons allemands. L'Allemagne refuse toujours de rendre ce trône et aujourd'hui les descendants de ce sultan se contentent d'une copie. Alors il n'y a pas seulement les États africains qui se battent, il y a également en France par exemple l'association, le Conseil représentatif des associations noires qui participent à la lutte. De quelle manière? Alors oui, exactement, le CRAN qui demande à la France la restitution par exemple de tous les trésors béninois. Son président Louis-Georges Getin a même cette comparaison qui est plutôt intéressante dans une tribune publiée sur notre site du Monde Afrique. Il dit: vous imaginez si les Français devaient se rendre en Allemagne pour voir les reliques de Saint-Denis ou le sceptre
de Charles V, la question est posée, mais pour le moment, la France ne répond toujours pas. Ce débat, ce n'est pas la première fois qu'il ressurgit dans l'actualité. Koumba, comment les musées français justifient leur refus de rendre les œuvres? Alors les musées français ou allemands, par exemple, ont pour principal argument qu'en Afrique, les musées ne sont pas aux normes de sécurité ou de conservation. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de musées africains, notamment celui d'Abomey au Bénin, qui est pourtant un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il est dans un état de délabrement. En quelques années, il y a au moins 300 œuvres qui ont disparu, des objets qui sont revendus sous le manteau. Ça prouve aussi ce rapport de force inéquitable entre, encore une fois, la France et ses anciennes colonies, car ces objets, même s'ils sont dans des musées africains, quand ils ont besoin d'être restaurés, eh ben, ils sont transférés au musée du Quai Branly, par exemple à Paris, qui dispose d'un savoir-faire indiscutable en la matière. En fait, c'est une question éminemment politique. Les États africains doivent faire du patrimoine culturel une véritable priorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourtant, ces œuvres manquent à l'Afrique, elles font partie de l'identité du continent. Mais ça commence à changer. Par exemple, le Sénégal va inaugurer en novembre son musée des civilisations noires, où les œuvres, on l'espère, pourront être conservées dans de bonnes conditions. Eh bien, vous pourrez retrouver une série d'articles sur cette question du patrimoine culturel africain sur le site du Monde Afrique. Merci, Koumba Kane. Merci, Linda. Les navires venant d'Europe transportaient des marchandises pour l'Afrique. Ils embarquaient ensuite des esclaves pour le Nouveau Monde, puis en rapportaient des matières premières. Ce commerce triangulaire, qui relevait surtout d'entreprises privées, a largement contribué à l'émergence d'une économie de marché. Le fonctionnement du commerce au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe, dépend de plus en plus de l'esclavage des Noirs. Smith est tout à fait conscient de ça. Il a d'ailleurs étudié de près le fonctionnement de l'économie écossaise de son époque. Mais il a choisi de fermer les yeux sur l'esclavage. Nous n'avons pas fini. On va continuer pour connaître pas mal de vérités. Car la vérité triomphera. Dans ce monde mensongère, dans ce monde où ce qu'on nous fait croire, peace and love, dans ce monde où ce qu'on nous fait croire que le monde est un monde de paix et de joie. Mais en vérité, non. Non. Tout ce que le frère camarade Kémy Séba, il est en train de faire contre le franc CFA, contre toute injustice, il n'a pas tort. Tout ce que d'autres associations, des résistants, des combattants, sont en train de faire, mais nous avons le droit. Parce que si nous faisons rien, mais nous serons écrasés comme des antilopes. Car l'esclavagisme, vous avez entendu, hein, hier. Mais au fait, c'est pas fini, ça continue, sous une autre forme. Regardez les migrants. Vous croyez que les migrants ont nagé pour venir en Europe comme ça? Non. Ils ont fui l'Afrique à cause d'un système machiavélique de la communauté internationale du sang. Pillage immense des minéraux en Afrique. On tue les êtres humains parce que il faut amener un norme équitable des êtres humains sur Terre. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépopulation. Parce que la dépopulation, elle se fait avec les vaccins de Bill Gates, l'assassin des assassins. Parce que Bill Gates, quand on lui regarde bien, américain, mais il n'est que l'arrière-petit-fils d'Hitler,
qui se met à exécuter des êtres humains. Et Bill Gates, il ne le fait pas qu'en Afrique avec ses vaccins. Même en Europe, aux États-Unis. Nous avons suivi tout à l'heure, une dame a parlé que toutes les stratégies, elles sont mises depuis par Bill Gates. C'est pas pour rien Bill Gates, avec tous les milliards qu'il s'est tapé d'argent, que nous avons payé ces machines. Mais en réalité, la fabrication des ordinateurs, est-ce que ces minerais appartiennent à Bill Gates? Non. Elles proviennent de la RDC. Toute technologie, toute machine de blocs opératoires qui sauve l'être humain dans le monde provient de la RDC. Les minéraux, le cobalt, le tantal, le coltan et d'autres grands minéraux. Nous avons affaire à des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie et la paix. Non. Nous avons affaire à des gens ennemis des plus faibles. Parce que l'être humain petit dans la société, l'être humain qui n'est pas un député, l'être humain qui n'est pas un politique, menteur, voleur, cet être humain n'est pas considéré. Les petits, c'est qui? Mais c'est nous autres. Nous, le peuple, nous qui n'occupons pas des postes députés, ministres. Et c'est nous qu'ils doivent taper leur taloche. Mais voilà pourquoi nous devons être fiers d'être des résistants, d'être des gens debout. Parce que être debout, se défendre, parce que ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée qui va nous défendre, mais c'est nous-mêmes. Nous-mêmes les individus. Chaque être humain a le devoir de défendre sa vie, a le devoir de défendre son prochain. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. On veut sortir du système monétaire hitlérien, donc copier-coller de ce que Général de Gaulle a mené dans 14 États. Le franc CFA, mais n'est qu'une monnaie pour agenouiller les États et appauvrir de plus en plus l'Afrique. Et ces pays qui ont la monnaie du franc CFA, est-ce qu'ils ont le système, ce qu'on appelle des mises dans la bourse négatives? Mais vous verrez la France, vous verrez le Canada, l'Angleterre, tous ces autres pays. Ils sont dans le monde de la bourse. Mais est-ce que ceux qui ont le franc CFA, ils sont dans le monde de la bourse négative? J'aimerais ceux qui quittent l'Afrique, qui viennent en Europe ou aux États-Unis, essayez de payer avec le franc CFA. Ce que vous consommerez dans des restaurants, payez, faites sortir le franc CFA. Et j'aimerais voir cette action, s'il vous plaît, parce que la France se moque éperdument du peuple noir. Et il est temps que le peuple congolais de la RDC arrive à comprendre. Ce n'est pas l'élection que l'homme blanc qui a volé l'être humain noir et a mené en tant qu'esclavagisme qui fera changer le système au Congo RDC. Non. L'élection présidentielle qu'ils veulent que vous puissiez vous attarder dans la bêtise, dans des conneries, c'est pour l'accélération de la balkanisation. Alors si vous rentrez dans ces jeux-là, vous serez des esclaves à vie. Et toute l'Afrique centrale, nous resterons des esclaves à vie. Mais par contre, Dieu ne dort pas. Parce que nous, les résistants et les combattants, les vrais, pas ceux qui sont porteurs des valises de la France-Afrique ou des valises d'Enguesso ou des mallettes d'Enguesso, ceux-là, ils seront là pour la destruction. Mais nous serons là pour stopper toute la comédie mafieuse de la communauté internationale du sang. Dieu est au contrôle de tout. Je vous signale,
Illuminati franc-maçon. Dieu est au contrôle de tout. Il observe tout, car Dieu ne dort pas. L'ennemi ne dort jamais. Mais Dieu, il ne dort jamais aussi. Hein. Voilà. Mais l'ennemi, quand il ne dort pas, mais il finira toujours par fermer les yeux. Parce que en lui, il y a quoi? Un cœur qui bat. Et à tout moment, il a besoin de repos. Il a besoin de se reposer. Voilà. Mais Dieu, il ne se repose pas. Dieu est le Dieu tout-puissant. Restons éveillés, nous les terriens, qui avons les connaissances. Voilà. Nous qui avons les connaissances, nous devrons rester éveillés. Éveillés. Mais voilà pourquoi j'appelle à tous ceux qui sont derrière ceux qui les font endormir. J'appelle à ceux-là de sortir de ce monde. J'appelle tous ceux qu'on est en train de manipuler, parce qu'il y a pas mal de manipulateurs qui sont là pour manipuler les esprits faibles. Hein? Ils demandent toujours de l'argent. De l'argent, il faut miser de l'argent dans ce qu'ils aimeraient faire. Soi-disant pour libérer l'Afrique, soi-disant pour libérer le Congo RDC. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire, il faut donner $200, $300. Est-ce que réellement, un combat de la libération de l'Afrique, il y a besoin de donner $200, $300? À qui on se fout, à qui on se moque? On peut libérer l'Afrique sans avoir aucun sou. Il y a des stratégies. Des stratégies. Il y a des gens qui ont créé des entreprises en ayant zéro centime. Ils ont créé une entreprise. Parce que l'entreprise, on la crée comment? Il faut faire ce qu'on appelle un business plan. Et business plan, quand on fait le business plan, dedans tout est détaillé. Et le business plan, on le propose à une banque. Voilà. Parce que la banque Barclays, la Banque de France, toutes les grandes banques des noms qu'ils font vraiment épater l'être humain. Mais est-ce que c'est l'argent de cette communauté internationale du sang? Non. Ils se sont tapés beaucoup d'argent avec le système de l'esclavagisme. Nous avons suivi tout à l'heure une vidéo où on parlait des esclaves. L'esclavagisme. Mais l'esclavagisme a donné pas mal d'argent à cette société vampiresse, cette société égoïsme, capitalisme. Oui, la mondialisation. Pas mal ont cru que la mondialisation était un mot qui sonnait bien. Mais la mondialisation est un mot exactement comme on vous dit. Liberté, égalité, fraternité. Mais en réel, ce n'est que sur papier. Liberté n'existe pas. Fraternité n'existe pas. Égalité n'existe pas. Est-ce que tous les êtres humains sont égaux en France? Non. Est-ce que si Emmanuel Macron roule dans des 4x4, et il y a des gardes-corps, est-ce que tous les citoyens ont cela? Non. S'il prend de l'argent, il donne à Rihanna des grosses sommes, parce que Rihanna a demandé des millions pour son association. Mais pendant ce temps, elle est immensement riche. Est-ce qu'elle a besoin qu'un président lui donne de l'argent? Elle chante, non? Quand Rihanna chante, est-ce qu'elle a des sous-vêtements? Non. Et elle fait des signes satanistes à côté de sa matrix. Pourquoi? Parce que Rihanna est une serviteuse de Satan Lucifer sur terre. Elle est là pour attiser la haine et ramasser beaucoup d'esprits faibles. Et c'est ce que Rihanna fait. Et Rihanna, elle passe partout voir les présidents, mais qui sont que des Illuminati, des francs-maçons. Et on lui donne immensement beaucoup d'argent. Mais pendant ce temps, il y a des retraités à Paris. 900, 700, 800. Ils n'arrivent pas à finir le mois.
La honte. Et on nous dit liberté, égalité, fraternité. Mais allez vous faire voir avec votre liberté, égalité, fraternité. À quand nous terminerons avec la France-Afrique? Ça m'intéresse. À quand nous mettrons fin au franc CFA, monnaie maudite qui appauvrit l'Afrique? Ça m'intéresse. À quand la France laissera tranquille l'Afrique? Ça m'intéresse. À quand la France va retirer toutes ses bases satanistes militaires en Afrique? Ça m'intéresse. Parce que ces bases-là, elles sont là pour abuser les enfants sexuellement. Elles sont là pour empêcher des élections fiables et nettes. Quand nous regardons bien, au Congo-Brazzaville, 8% n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, il est là. Parce que la France a validé. François Hollande, la pute, il a validé. Sassou doit être là. Macron arrive, il valide aussi. Regardez, à l'époque, Emmanuel Macron ne voulait pas regarder Sassou, hein, mais maintenant c'est devenu des bons amis. Voilà. La franc-maçonnerie et les Illuminati sont les ennemis de l'être humain. Et ça, l'être humain devrait comprendre. Car le système capitaliste, la fin du franc CFA est égale fin du capitalisme. C'est la vérité. Mais le capitalisme et le franc CFA sont reliés. Hein? Et vraiment, cet ami qui écrit cela, fin du franc CFA est égale fin du capitalisme. Mais tu es une personne bénie. Et je suis fier de t'avoir comme ami dans mon mur. Parce que toi, tu connais tout ce que tu écris, tu n'écris pas comme ça. Tu connais ce que tu dis, tu mets. Voilà. Et les Africains devront comprendre. Parce que pas mal des Noirs, quand ils regardent à Paris, ceux qui ne viennent jamais dans des manifestations, dans des sit-ins, ils s'en foutent. Ce sont des Noirs, certains. Ils disent, oh la vie elle est belle, Paris c'est beau. Mais grandement faux, Paris n'est pas beau. L'Afrique, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Le jour que l'Africain va comprendre qu'il faut se battre, améliorer toutes choses, nous allons sortir du calvaire. Parce que nous avons une Afrique meilleure. Mais est-ce que l'Africain veut du changement? Est-ce que l'Africain veut vraiment changer? Il y a pas mal qui veulent rester porteurs des valises, porteurs des mallettes, des dictateurs. Il y en a qui veulent 200 $, 300 $, donnés par des opposants du ventre, des gens qui n'aiment pas le peuple. Oui, et ils sont pleins. Regardez les opposants en RDC, tous des troubadours, des menteurs, menteurs sur menteurs. Et c'est des gens qui n'ont jamais aimé Patrice Lumumba. C'est des gens qui s'en foutent des générations de Patrice Lumumba. Mais il y a des générations qui ont perdu leur vie parce qu'ils espéraient un Congo meilleur. Regardez Laurent Désiré Kabila, triplé de balles, gratuitement parce qu'il voulait du bien de son peuple. Mais la mascarade venait d'où? Communauté internationale. La communauté internationale du sang. Mais ne blague pas. Nous allons, avant de continuer ce documentaire que nous avons commencé, il faut d'abord qu'on écoute un peu communauté internationale. Parce que c'est important. C'est important, peuple du monde. On s'est bien moqué de nous. On s'est bien moqué de nous. Mais les êtres humains aujourd'hui, ils devront avoir l'œil grandement ouvert. L'Africain, au lieu de penser à la sapologie, les vêtements, l'Africain doit penser maintenant à sortir du monde du mensonge. Car le monde du mensonge est un monde bien tracé. Démocratie est égale mensonge. Démocratie est égale mensonge. Mondialisation est égale pauvreté. Plus des pauvres. Hein? Tout ce que vous voyez qui brille. Le monde matérialiste, mais est un monde
pour aveugler les esprits des gens. Pas mal de gens se disent que oh c'est beau tout ce qu'ils mettent les magasins. Oh, j'aimerais être riche. Tu aimerais être riche, mais tu attendras longtemps. Parce que le monde que nous vivons là est un monde où ils ne veulent pas du partage. Les systèmes véreux, ils veulent que manger. Ils s'en foutent des peuples. Ils ne veulent pas que les peuples aient quelque chose. Alors, nous allons écouter un peu communauté internationale. Très très important. Et après communauté internationale, nous reviendrons au documentaire qui est très important à suivre. Parce que la connaissance c'est important. La connaissance c'est une grande art. Voilà. Et moi le Tché, j'ai compris cela. Excusez-moi. C'est toujours ça quand on cherche à faire quelque chose et ça change. Mais Dieu est grand. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Bande d'assassins. Communauté internationale, bande d'assassins. Mais l'artiste l'a bien chanté, Pablo. Il a bien chanté cela. Un Ivoirien. Ivoirien de ce nom. Mais lui, c'est un grand activiste. Il se bat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà. Communauté internationale. Tous des rats. Des gens mauvais, des gens haineux. Oui. Et ils ont bien compris, donner le venin de la haine et la jalousie. Ils ont donné cela à certains Africains qui ont voulu être jaloux et haineux. Parce que dans l'Africain, quand vous regardez bien, il y a pas mal qui sont mauvais. Quand je pense que nous, on s'est levé pour le combat, pour la libération du Congo-Brazzaville. Et quand je pense qu'il y a des trahisons sur trahisons, aujourd'hui, Pasteur Toumi, il peut sortir, Pasteur Toumi, il peut circuler librement. Mais est-ce que les combattants, les résistants dans le monde, ils peuvent circuler librement au Congo-Brazzaville? Nos photos sont dans des aéroports. Hein? Mais on se moque de qui? Voilà pourquoi l'histoire de la conférence BIS internationale, je l'avais dit depuis, c'est une mascarade. Il y a des gens qui sont des avocats, des médecins, mais qui m'ont dit le Tché. Mais tout ce que toi tu as dit, mais avant, mais on est en train de regarder, on se dit oui, mais le Tché a tout à fait raison. Et ils disent le Tché, mais tu as une tête. Quand on t'écoute, on se dit tu as une tête. Et pourtant tu n'es pas arrivé au stade que nous sommes arrivés, avocats ou médecins. Mais oui. Parce que dans la vie, c'est pas seulement être avocat ou médecin que c'est le top. Hein? Chaque être humain a son rôle à jouer dans le monde des barbares. Parce que ce monde,
ce monde n'est pas un monde de paix. C'est pas un monde de joie. Non. Quand j'étais petit, je demandais, papa, j'ai besoin de ça, maman, j'ai besoin. Mais aujourd'hui, je regarde ce monde, je dis, ce monde est un monde de barbares. Tout ce que vous entendez, ami, ne veut pas dire réellement ami. Non. Dieu le Créateur est mon ami. Dieu le Créateur est mon vrai Père. Dieu le Créateur est ma vraie mère. Mais ceux qui ont fait à ce que je puisse naître sur terre ne sont pas mes vrais amis, non? Parce que mon Père peut me vendre. Il peut me vendre dans le monde maçonnique. La preuve, mes frères ont essayé de me vendre. Mais est-ce qu'ils m'ont eu? Est-ce qu'ils m'ont eu en 2005? Quand j'étais allé au Congo-Brazzaville, parce que j'étais opéré à Brazzaville. Appendicite péritonique. En France, opéré 2 fois. Mais je suis là, qui fait 3 fois.